Bonjour, bonsoir à tous. Manifestement, si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne suis pas à Lyon. Non, je suis bloqué depuis quelques heures dans cette merveilleuse gare de Lyon. Donc c'est comme si j'étais à Lyon, quelque part. Je suis bloqué donc à la gare de Lyon. Gare qui, du reste, est très sympathique dans ses aménagements, mais qui n'a pas de train qui va à Lyon depuis quelques heures. Donc, à la place de cela, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit résumé de ce que j'avais l'intention de vous dire à propos du thème de ce soir, qui est le couple dans le réseau. Alors, je vais aborder deux points. Deux points de la question qui est la question du regard, du regard de l'autre, et qui est en fait l'essence même du réseau. Quand on parle des réseaux, c'est la possibilité de communiquer, mais on communique rarement par un biais auditif. Donc c'est souvent par le biais visuel qu'on communique, soit on lit des choses que les gens écrivent, soit on voit des photos. Donc c'est le regard qu'on porte sur autrui, le regard de l'autre également, et également ce que doit être ce regard au sein d'un couple. Et à partir de là, vous proposer une petite réflexion pour simplement nous questionner sur notre manière tout simplement de percevoir le monde et de percevoir le réseau. Pour aborder ce premier point qui est la manière dont on regarde l'autre dans un couple, j'aimerais aborder une idée lévinassienne. Donc Emmanuel Lévinas, grand philosophe juif français, a une idée du regard qu'on porte sur autrui qui est particulière au premier abord. Je vous cite un extrait. Je ne connais pas par cœur Lévinas, ne vous inquiétez pas, c'est le texte qui est devant moi, donc je ne triche pas. Écoutez bien. Il dit la chose suivante. Je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. En fait, c'est une idée qui est extrêmement juive. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'il dit. Il dit simplement que lorsque on regarde un visage, on regarde quelque chose de physique. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas une âme, une personne, une psychologie, une identité, on regarde un visage. Vous voyez, là par exemple, je suis en train de vous parler, je me regarde sur la caméra, alors je perçois un visage. Mais est-ce que moi, quand je me regarde, je perçois ce que vous voyez? Pas forcément, c'est-à-dire certainement pas. Parce que moi, je vais me concentrer sur des choses qui vont faire écho à quelque chose dans la perception que j'ai de mon visage. Peut-être que je vais être moins intrigué par la forme de mon nez que par la forme de mes oreilles, parce que j'ai une histoire avec mes oreilles. Vous comprenez que lorsqu'on regarde quelque chose, lorsqu'on regarde quelqu'un, en fait, on va s'intéresser, si on regarde ce qu'elle est, on va s'intéresser à elle comme un objet. Comme un objet qu'on regarde, que la personne peut choisir de mettre en avant, ou alors qu'on va voler, un regard volé de la personne sur lequel on va penser, pas en tant que personne, mais auquel on va réfléchir en tant qu'objet, c'est-à-dire en tant qu'élément physique de l'environnement. D'accord ? Dans cette gare, il y a un visage qui est en train de bouger ses lèvres, et je regarde ça. C'est ça ce que dit Lévinas. Il dit ça, c'est un choix. C'est-à-dire, je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. Quel est ce choix éthique, quel est ce choix moral que je produis? C'est lorsque je regarde une personne, j'ai le choix. Soit de la regarder et d'imaginer ce qu'elle est à l'intérieur, ou mieux encore d'aller lui parler et de comprendre ce qu'elle est en tant qu'individu. Soit j'ai le choix de regarder la personne pour ce qu'elle montre, c'est-à-dire la forme de son nez, ses lèvres pulpeuses, sa barbe bien taillée ou mal taillée, ou ses dents abîmées, ou alors la forme de ses yeux. Est-ce que
est-ce qu'elle a des yeux en amande, est-ce qu'elle a des yeux bleus, est-ce qu'elle a des yeux verts. Donc plus je m'intéresse aux détails de son visage, et plus je m'intéresse donc à l'aspect physique de cette personne-là. Et ça, c'est un choix éthique. On ne peut pas se réduire et penser que on n'a pas le choix que de voir ce que l'on nous propose de nous montrer. C'est-à-dire que si par exemple, je vais scroller sur ma page Facebook, et je vais voir le visage d'une personne, ou le corps d'une personne à la plage, un joli corps bien taillé, en voyant ça, c'est un choix éthique. Je choisis de voir que ce corps est bien taillé. Eh bien, ce que dit ici Lévinas, c'est exactement ce que dit le Haléchour. Le Haléchour, c'est un livre qui est écrit par le Rav Wolbe et qui dit que le Aïn Hara, la pire des choses la pire des manières d'utiliser son œil, c'est de l'utiliser à mauvais escient. Et c'est ça qui va définir, lui, dans son jargon, comme étant le Aïn Hara, c'est-à-dire réduire ce que l'on voit à son aspect le plus physique, matériel, visuel. Par exemple, lorsque les Béné Israël se trouvent au pied du mont Sinaï et qu'ils reçoivent la Torah, et qu'il y a le tonnerre, les éclairs, et qu'ils sont terrifiés, Dieu se met en colère. Pourquoi se met-il en colère? C'est normal d'être terrifié par les étoiles, par le tonnerre, enfin d'être terrifié par les éclairs. C'est normal. Il est en colère parce que les Béné Israël se sont intéressés non pas à l'aspect immatériel, c'est-à-dire l'aspect spirituel du don de la Torah qui est incroyable, incommensurable, inouï. Ils se sont intéressés à l'aspect physique qui est certes impressionnant, mais qu'on ne peut pas réduire à cela. Alors voyez-vous, Rav Wolbe et Lévinas disent la même chose, c'est fascinant. Ils disent tous les deux que bien voir les choses, c'est d'abord voir les choses, c'est un choix, et ensuite bien voir les choses, c'est faire le choix, en tout cas c'est Rav Wolbe qui dit ça, c'est faire le choix de ne pas se limiter à l'aspect physique d'une personne. Comme dit Lévinas, si je regarde déjà la couleur de ses yeux, eh bien en fait je suis en train de la réduire à ce que je perçois, c'est-à-dire superficiellement. Alors creusons un petit peu cette idée. Lorsque on est en couple avec quelqu'un, la particularité de ce qu'on partage avec lui ou avec elle, c'est qu'elle nous donne la possibilité de nous plonger sans filet dans autrui. C'est-à-dire que la plus grande preuve d'humanité dont une personne peut témoigner, c'est de s'intéresser à l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire de plonger complètement dans l'autrui. Mais on a toujours un filet de sécurité, et c'est normal. On a toujours besoin, même dans la plus grande amitié, on a toujours besoin d'avoir un petit frein. On a toujours besoin d'un frein, d'un filet de sécurité. Alors que dans le couple, et c'est là où on est le plus vulnérable, on se rend le plus vulnérable, et en même temps où ça nous donne la plus grande force, la plus grande possibilité d'atteindre une humanité profonde, ça va être lorsqu'on va être capable d'exister à travers autrui et dans autrui à 100%. Là, on aura fait quelque chose qu'aucun animal n'est capable de faire. C'est pas de la communication, c'est exister par et pour autrui. Et ça, c'est précisément ce qui fait de nous des humains. Quelque chose qui nous rend spécifiquement humains. Eh bien, ce qu'on doit être capable de faire dans Ve'afta l'ereacha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois être capable de voir en l'autre une partie de toi. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de se plonger complètement dans l'autre. Et ça, c'est la preuve qu'on est humain. Donc à partir de là, plus on arrive à s'approcher de quelqu'un, plus on arrive à être humain. Et donc, dans le cadre d'un couple, plus j'arrive à baisser ma garde, à le laisser entrer, et plus je me verse en lui, il se verse en moi, plus je suis capable de faire preuve d'humanité d'une manière dont il ne m'a encore jamais été donné de le faire. Si peut-être quand on est bébé et qu'on est attaché au sein de sa mère, là oui effectivement, on ne fait qu'un avec quelqu'un, mais on n'est pas encore complètement conscient. Au contraire, on acquiert sa conscience qu'à partir du moment où on arrive à s'en détacher. Et pour arriver à exister, à donner volontairement tout ce qu'on est à autrui, là, ça c'est la plus grande forme d'humanité. Alors qu'est-ce que c'est un couple? C'est ce qui va me permettre d'exprimer
mon humanité en me déversant entièrement dans l'autre. Et alors, que va-t-il se passer lorsque je dois gérer la question du couple dans le réseau? Vous me direz, mais quel rapport ça a entre les deux? Bien, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de s'habituer à faire dans nos réseaux, c'est-à-dire Facebook, mais ça c'est pour les dinosaures, c'est encore plus vrai avec Snapchat, c'est encore plus vrai avec TikTok, d'accord, Instagram, il y a des personnes, des followers. Un follower, c'est une personne à qui je vais montrer du contenu visuel, il peut être audiovisuel mais souvent visuel, auquel il va s'attacher. Ce n'est pas pour rien que ce qui fonctionne bien, ce sont les images, parce que ça va nous pénétrer directement à l'intérieur de nous. L'œil a cette faculté extraordinaire de pouvoir toucher l'âme directement. Et dès l'instant, c'est pas pour rien que le fantasme passe en priorité par les yeux, parce que ça touche à l'imaginaire, parce que ça touche à l'affect, tout est lié. Et donc, lorsque je vais m'habituer à fréquenter ces réseaux-là, je pourrais très bien justifier en disant que ça me permet d'avoir accès à certains contenus, etc. peut-être. Mais lorsque mon activité principale, c'est de suivre des personnes, des influenceuses par exemple, ou des personnes qui vont me donner du contenu visuel, alors je vais m'habituer encore et toujours plus, je vais peut-être même m'habituer de manière addictive à percevoir l'autre, non pas pour ce qu'il est en réalité à l'intérieur, mais pour ce qu'il me donne à voir, c'est-à-dire m'habituer à une superficialité. Alors évidemment, il y a des problèmes fondamentaux, qui est que dès l'instant qu'une personne va commencer à suivre tel ou tel follower, et surtout que dès l'instant qu'on va s'habituer à stalker, on peut le dire entre nous, c'est-à-dire à aller espionner une personne pour regarder ce qu'elle fait dans sa vie, si elle a mieux réussi, et qu'on se construit autour de nous une vie virtuelle complètement fausse, ça à la rigueur, bon, ça fait partie du jeu. Mais dès l'instant qu'on commence à s'habituer à ça, le problème c'est pas le jeu, le problème c'est qu'on s'habitue. Il y a un moment donné, on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai, la réalité de la vie, que la personne, lorsqu'elle éteint son écran, elle a une vie comme tout le monde, et le virtuel. Ça, c'est un vrai problème, parce que ensuite, la personne va toujours penser que le couple d'à côté va mieux, que la fille d'à côté est plus jolie, qu'elle a mieux vieilli, ou alors qu'elle prend mieux soin d'elle, qu'il prend mieux soin de lui, alors qu'en fait, on compare des choses avec des éléments qui ne sont absolument pas comparables. Et ce qui nous permet de mesurer ça, c'est ce que nos chers services commerciaux d'Instagram ont appelé le filtre. On peut choisir de mettre un filtre quand on vend du rêve à une personne. On peut choisir de prendre sa réalité et de placer un filtre devant. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que la réalité telle qu'elle est ne va pas être suffisamment fantasmée. Alors, il faut qu'on lui rajoute un filtre pour qu'elle devienne acceptable. Mais le problème, c'est que la personne qui regarde ça, lui, il sait que potentiellement il y a un filtre, mais pour lui, il veut croire que c'est la réalité. Et donc, lorsqu'il retombe de ces réalités, qu'il retombe dans sa vie normale, qui est parfaite, mais qui est normale, alors là, bien, le rêve s'est éloigné et il n'y a pas de filtre, no filter. Donc, il y a un décalage. Donc, il y a une nécessité de deux choses l'une. Soit d'être capable de se rééduquer à revoir les filtres là où ils sont et à remettre le fantasme dans la catégorie du fantasme, mais pas dans la réalité. Soit alors à s'habituer à prendre des distances vis-à-vis des réseaux. Parce que à l'intérieur d'un couple, ça peut être dévastateur. Je ne parle pas si vous voulez, de la vague de problèmes qui sont arrivés il y a une dizaine d'années où les gens rencontraient leurs ex, etc. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de personnes qui sont épanouies dans leur couple, où tout va bien. D'accord ? Mais à force de comparer, naturellement, comparaison n'est pas raison, mais ça fonctionne toujours. Et donc, à force de comparer, on est en train de s'enfermer dans une réalité qui n'existe nulle part. Et donc, ensuite, lorsque on revient à la réalité, on revient à une réalité qui est en deçà du rêve, et donc on est ce décalage-là, c'est un décalage qui me rend triste, qui me rend déprimé, qui me rend frustré. De ce décalage naît des frustrations.
Si on reprend notre logique lévinassienne, qui nous dit qu'à l'origine, le sens de la vue, le sens du regard n'est là que pour nous permettre de plonger en l'autre, c'est-à-dire d'atteindre notre plus grande part d'humanité, alors on est capable de mesurer l'écart énorme, gigantesque qu'il y a entre ce pourquoi le regard nous a été donné, sur le plan éthique, sans avoir besoin de parler de la Torah, sur le plan moral même. Donc le sens, le pouvoir du regard qui nous a été donné et l'utilisation qu'on en fait. On prend quelque chose qui me permet de dépasser simplement le regard superficiel d'une personne, pour pouvoir plonger en elle, pour pouvoir à travers mon regard perçant, comprendre ce qu'elle est, voir à travers la petite fossette, petite ride, voir la tristesse, d'arriver à percevoir les émotions des gens. Au lieu de ça, on va donner aux gens à voir des émotions qui sont fausses et on va créer dans ce décalage une forme de frustration. Donc on est très loin de l'utilité première du regard. Alors, il nous reste à comprendre quelque chose. Effectivement, le Rav Wolbe est d'accord avec cette définition de Lévinas, qui est de dire que le regard est un choix éthique. D'accord ? Le visage d'autrui est un choix éthique. Voir le visage de quelqu'un, c'est un choix. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se désabonner ? D'accord, désabonnez-vous. Ok. Bon, ça a duré une semaine, j'ai fait ma retraite numérique, ça a duré 2 semaines, je retourne dessus. Encore une fois, le monde évolue. Le monde évolue et on peut choisir de vivre en dehors de ce monde. Et pourquoi pas ? C'est peut-être la meilleure chose à faire. Maintenant, si une personne choisit une voie hybride, il en a besoin pour son travail, qu'importe. Dans ce cas-là, il faut faire attention, mettre des garde-fous. Parce que tous nos clics, toutes nos vues sont des choix. Et donc, je dois faire attention lorsque je regarde tel ou tel contenu, d'une part, soit d'avoir un regard suffisamment critique pour qu'il soit réel, soit alors de faire le choix de me désabonner de tout ce qui me pousse à creuser ce décalage entre la vie réelle et la vie fantasmée. De cette manière, si je ne m'entoure sur mes réseaux que de personnes, on peut très bien masquer des contenus. Si je décide de ne m'entourer que de personnes qui n'utilisent pas les réseaux pour vendre une vie fantasmée, une fausse vie, mais pour communiquer des informations qui sont réelles, alors je peux faire en sorte que ce réseau devienne un réseau réel. Si par contre je fais le choix de continuer à me plonger dans la vie fantasmée d'autrui, alors dans ce cas-là, je ne pourrai blâmer personne d'autre que moi pour le décalage que je ressens et pour la frustration qui pourrait s'en dégager. Voilà, j'espère que le bruit qui m'entoure ne nous a pas trop dérangé. Encore désolé de ne pas avoir pu être là ce soir, manifestement. Je suis tributaire du train qui arrivera lorsqu'il arrivera et vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Déborah Lund-Davis, ma sœur chérie, que je salue et que j'aurais tellement aimé pouvoir accompagner ce soir. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Shabbat Shalom.